L'économie autrement. Une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour la première édition 2024 de l'économie autrement en ce mardi 23 janvier. Au nom de l'équipe de l'économie autrement, je souhaite à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs une très bonne et très heureuse année. Au micro, Perrine Lahaye. L'économie autrement est l'émission mensuelle de Radio KPMG, destinée à décrypter les grands enjeux de l'économie sociale et solidaire, de la santé et du secteur public. L'édition de ce jour revient sur un sujet que nous avons déjà évoqué à notre micro, la finance à impact. Nous ferons le point avec nos invités sur cette spécificité française de la finance durable. La finance à impact continue de grandir en France et dans le monde, avec l'ambition de relever les défis sociaux et environnementaux majeurs de notre époque. Se pose bien entendu la question de la définition de l'impact. On peut dire qu'au-delà de limiter les externalités négatives, la finance à impact vise à générer des externalités positives par opposition aux investissements responsables. De même, si la finance à impact dégage une performance financière, certes inférieure à celle de la finance traditionnelle, elle nécessite toutefois de la transparence pour les investisseurs et requiert une mesure de l'impact. Dans notre édition de ce jour, nous dresserons un panorama de la finance à impact à l'aube de 2024. Nous verrons comment les acteurs du secteur se mobilisent pour faire grandir ce marché et répondre aux besoins croissants de durabilité. Au sommaire de l'économie autrement aujourd'hui, tout d'abord l'édito de Bernard Bazillon, associé et directeur national économie sociale et solidaire de KPMG. Dans le grand angle ensuite, Patrick Sapie, directeur général du collectif FAIR, et Laurence Méhaignerie, présidente et cofondatrice du fonds d'investissement à impact Citizen Capital. Et enfin, dans le Zoom, nous accueillerons Hélène Formery de BPI France, qui nous parlera du collectif Cap Créa. Mais commençons tout de suite cette émission avec l'édito de Bernard Bazillon. L'édito. L'argent public et la philanthropie ne suffiront jamais à combler le déficit de financement annuel de plus de 400 milliards de dollars nécessaire à la réalisation des objectifs de développement durable, nous dit Sir Ronald Cohen, président du Global Steering Group GSG for Impact Investment dans l'édition 2023 du baromètre de la finance à impact auquel KPMG est associé. C'est pourquoi la conclusion du Global Steering Group ne laisse que peu de place au doute. La transition écologique et la lutte contre le réchauffement climatique nécessitent la mobilisation massive de financements privés. Le défi des prochaines années consistera donc à orienter les flux d'investissement vers celles et ceux qui auront un rôle clé à jouer dans la réalisation de la transition écologique et sociale devenue nécessaire. Les organisations doivent également mesurer et rendre compte de leur impact social et environnemental de la même manière qu'elles rendent compte de leurs bénéfices financiers. En effet, nous sommes à l'aube d'une transition systémique des économies traditionnelles vers les économies d'impact. Aujourd'hui, le marché français de la finance à impact se compose déjà de 66 acteurs qui représentent près de 15 milliards d'euros d'actifs gérés par 153 véhicules d'investissement. 12 milliards de ce capital sont investis dans des organisations à impact, principalement en Europe. En France, les acteurs soutiennent particulièrement les organisations à vocation sociale, avec 65% des investissements à dominance sociale et 19% à dominance environnementale. Une majorité des investisseurs placent les objectifs d'impact et le rendement financier au même niveau, alors que 35% privilégient l'impact. Toutefois, 9 investisseurs sur 10 s'attendent à un rendement inférieur à celui du marché, voire significativement inférieur. Un signe encourageant vers un nouvel arbitrage entre rendement financier et impact. Les travaux de l'association de place FAIR, dans son édition 2023 de la finance solidaire, le confirment. Les investisseurs à impact recherchent autant le rendement financier que l'impact. On observe également que les investisseurs veulent de l'additionnalité, c'est-à-dire qu'ils veulent montrer que leurs investissements font une différence en soutenant activement les entreprises financées via leurs contributions financières, mais aussi extra-financières. En conclusion, je dirais que les défis sont à la hauteur des enjeux, au premier rang desquels, en 2022, selon les financeurs à impact français, le perfectionnement des pratiques de mesure d'impact, 44% des acteurs le considérant comme un défi significatif. Et deuxième défi majeur, le risque de green and social washing pour 36% des acteurs. Néanmoins, le secteur semble confiant et prévoit une croissance du marché. Ne perdons pas de vue l'objectif ultime, faire grandir le marché de la finance à impact
en France et dans le monde pour contribuer à résoudre des problèmes sociaux et environnementaux. Pour terminer, nous nous en remettrons à ce qu'exprime Jérôme Coursier de KPMG dans le baromètre 2023 de la finance à impact. Contrairement à ce que nous enseigne toute théorie économique rationnelle, nos décisions ne sont pas le résultat d'une moyenne compensée de bénéfices quantitatifs multipliés par des probabilités quantitatives. Elles résultent de nos esprits animaux, d'un besoin spontané d'agir. Grand angle. Je l'ai dit en lançant cette émission, notre grand angle est consacré à la finance à impact. Pour en parler, nous avons convié Patrick Sapie, directeur général de FAIR, FAIR pour financer, accompagner, impacter et rassembler. FAIR est un collectif qui rassemble des établissements financiers engagés et des entreprises solidaires et des associations à forte utilité sociale et environnementale. Nous accueillons également à notre micro Laurence Méhaignerie, cofondatrice et présidente du fonds d'investissement à impact Citizen Capital, dont la raison d'être, j'en cite un extrait, accompagne des femmes et des hommes qui entreprennent et innovent pour répondre aux défis sociaux et environnementaux de notre époque. Je précise également que Laurence Méhaignerie est cofondatrice et vice-présidente de la communauté des entreprises à mission. Bonjour à tous les deux. Ma première question sera pour vous, Patrick Sapie. On parle de finances durables, finances responsables, finances solidaires, de finances à impact. Pourriez-vous éclairer nos auditeurs sur ces différents concepts ? Qu'est-ce qui les distingue de la finance dite traditionnelle ? Je vais essayer d'être simple sur la question des concepts, parce qu'effectivement, les financiers ont parfois sont très créatifs en fait sur les nouvelles terminologies. Donc, si vous prenez un spectre qui va de gauche à droite et qu'à gauche vous partez de la philanthropie, donc en gros donner son argent pour une cause qui vous est chère, et à l'autre bout, donc à droite, plutôt investir de manière traditionnelle, donc en espérant un rendement financier sans décider si vous allez sélectionner ou pas les entreprises, parce que c'est que le rendement financier qui vous guide, vous avez au milieu un vaste bloc qui est celui de la finance durable et qui consiste plutôt à sélectionner des entreprises qui font du bien à l'homme et à la planète. Je vais rester très simple sur ce concept-là, mais en gros, la finance durable est plutôt au milieu entre la philanthropie et la finance traditionnelle. Et dans ce bloc de la finance durable, vous avez une finance particulière qu'on appelle la finance à impact, qui est née aux États-Unis, plutôt d'ailleurs à partir des grandes fondations américaines, qui est arrivée en France dans les années 2010 et qui vise plutôt à orienter des flux d'investissement au travers de différents véhicules et classes d'actifs vers des projets ou des entreprises qui ont une capacité transformative, donc en gros qui font du bien à l'homme et à la planète. Et cette finance à impact, elle s'appuie sur une définition qui est aujourd'hui communément admise dans la plupart des pays européens, notamment, qui s'appuie sur 3 piliers. 1, l'intentionnalité, donc j'investis pour générer un impact sur l'homme et la planète. 2, par le fait que j'investisse, ça va générer un impact supplémentaire par rapport à une situation où je n'aurais pas investi. Ça, c'est le concept d'additionnalité. Et le 3e concept, qui est très important, c'est celui de la mesurabilité. Donc, comment moi, en tant qu'investisseur ou financeur, je vais évaluer et mesurer finalement l'impact généré. Donc ça, c'est le bloc finance à impact. Puis dans ce bloc-là, vous avez une spécificité française qui existe depuis les années 80, qui est la finance solidaire, qui vient plutôt de la société civile. Donc comment moi, en tant que citoyen, j'oriente mes propres investissements en tant qu'épargnant vers des projets qui font sens. Et cette finance solidaire n'existe qu'en France. Elle a été permise à la fois par la mobilisation d'un écosystème et par un cadre réglementaire très adapté à ce type de finance. Et c'est pour ça que les concepts s'embriquent un peu les uns avec les autres. Nous vous avons réunis au micro pour parler de finance à impact. Le collectif FAIR établit chaque année le panorama de la finance à impact en collaboration avec le Forum pour l'investissement responsable, le FIR, et France Invest. Patrick Sapie, quels sont les chiffres significatifs de la finance à impact ? Qui sont les investisseurs et quelles sont leurs attentes, notamment en termes d'objectifs de développement durable ? En France, l'écosystème s'est organisé pour traiter des questions de finance à impact et effectivement, les premiers acteurs qui ont travaillé sur ces concepts et qui ont produit une définition, ce sont France Invest, donc le collectif plutôt des acteurs du private equity, d'une part, et le Forum pour l'investissement responsable. Ces 2 acteurs ont produit une définition de la finance à impact que j'ai rappelée tout à l'heure. Et FAIR anime avec ces 2 acteurs-là un comité consultatif français
pour l'investissement à impact, qui est assez large et qui regroupe des acteurs très différents, en gros les apporteurs de capitaux et les demandeurs de capitaux. Et depuis quelques années, nous tentons collectivement en fait, de produire ensemble un panorama de la finance à impact pour évaluer ce que ça pèse dans le monde de la finance. Et ce panorama 2022, donc qui s'appuie sur les chiffres au 31/12/2022, évalue en gros les encours sous gestion de la finance à impact à un peu moins de 15 milliards d'euros, financés au travers d'un peu plus de 150 véhicules d'investissement différents. La particularité française que j'ai mentionnée et qui s'appuie notamment sur la finance solidaire fait que les thématiques choisies par les investisseurs se concentrent en gros pour les 2/3 plutôt sur des thématiques sociales et pour du coup la moitié sur 2 ODD, l'ODD 8 et l'ODD 10. Donc en gros réduction des inégalités et travail décent notamment, qui concentrent plus de la moitié des investissements. Je me tourne maintenant vers vous, Laurence Méhaignerie. Pourquoi avez-vous créé le fonds Citizen Capital et avec quelle ambition? Doit-on y voir un lien avec votre vision de l'entreprise? Oui, ce fonds Citizen Capital, c'est un des premiers fonds d'investissement à impact en France. On l'a créé en 2008, à une époque où on ne parlait pas encore d'investissement à impact, le terme n'existait pas. Et l'ambition qu'on avait avec mon associé Pierre-Olivier Barrenne, qui tous les deux, on a un parcours très différent. Lui vient du monde de la finance et avait passé 10 ans à financer des entreprises plutôt importantes. Et moi, je ne viens pas du monde de la finance. J'avais plutôt travaillé sur la question d'égalité des chances, plutôt dans la sphère publique. Et on s'est rejoint sur 2 convictions. Premièrement, on n'arrivera pas à relever les défis sociaux et environnementaux auxquels on fait face sans la participation très active de l'entreprise. Et deuxièmement, le capital est un levier très puissant pour transformer la société. J'ai bien aimé le terme de Patrick Sapie qui parle de capacité transformative. C'est vraiment la philosophie avec laquelle on a créé Citizen Capital, qui est de dire que le capital a une telle capacité transformative qu'il ne peut être destiné uniquement et avoir pour unique objectif de générer de l'argent. Il doit participer à la transformation de la société et à résoudre les grands enjeux auxquels on est confronté. Donc on est venu, nous, avec une proposition de valeur vis-à-vis des investisseurs qui nous financent, qui est de dire que ce fonds Citizen Capital a pour vocation de rendre de l'argent aux investisseurs qui nous font confiance, donc un objectif de rendement financier, mais pas seulement, un objectif aussi d'impact positif en finançant des entreprises qui sont des startups et des PME qui ont une finalité sociale ou environnementale qui est au cœur de leur projet de l'entreprise, ce qui est différent d'une approche qu'on appellerait de responsabilité sociale, où on va s'attacher à bien se comporter, à traiter bien les gens, à les former, etc. Là, on est vraiment sur le cœur de l'activité. Et la question qu'on se pose toujours, c'est comment votre activité contribue à répondre à des besoins fondamentaux de la société. Aujourd'hui, Citizen Capital accompagne des PME, des startups. Pourriez-vous nous en dire plus sur la destination des fonds levés par votre organisation ? Historiquement, on finance et on accompagne exclusivement des startups et des PME qui sont globalement portés par des entrepreneurs qui veulent apporter des solutions sur le plan social ou environnemental, sur des enjeux souvent assez complexes à résoudre et qui demandent de l'innovation. Et la culture qu'on a, nous, c'est de toujours nous assurer qu'on adresse des besoins fondamentaux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des besoins fondamentaux ? Nous, on les a segmentés en 3 grands enjeux qui sont vivre, comment on permet aux gens de vivre dignement, de vieillir dignement, quelle que soit la vulnérabilité dans laquelle on est, se réaliser. On s'intéresse beaucoup évidemment aux enjeux d'éducation et de formation, comment on finance des projets qui aident les personnes à se réaliser professionnellement, quel que soit leur background éducatif, financier, etc. Et troisièmement, on s'intéresse à transformer les modèles économiques pour basculer vers une société bas carbone, plus régénérative, avec beaucoup moins d'impact sur la planète. Donc ça, la destination des fonds levés est toujours assise sur cette approche, est-ce qu'on répond bien à un besoin fondamental ? Ce qui fait qu'on renonce aussi à un certain nombre de projets qui nous paraissent avoir un impact positif, mais qui ne nous paraissent pas répondre à des besoins fondamentaux. Je sais pas si on vient nous voir avec un projet d'emballage recyclable pour des rouges à lèvres, ce qui est arrivé. On ne va pas forcément arriver à se forger une conviction sur le fait qu'on répond à un besoin fondamental. Ensuite, la notion de comment on destine les fonds levés, on a évolué en 15 ans. On a d'abord financé des entreprises et progressivement, on est devenu société à mission, on va peut-être en reparler, mais on s'est posé la question
de la raison d'être de Citizen Capital. On se l'est reposé d'une certaine manière 12 ans après notre création et on a affirmé la volonté de continuer à innover et à défricher des nouvelles voies de financement en tant qu'investisseur, de continuer à se poser la question comment on peut répondre à des besoins qui sont mal servis par le marché, qui demandent des modèles économiques de fonds un peu complexes, ce qui nous a amené à financer aujourd'hui des agriculteurs, par exemple, pour les aider à diversifier leurs sources de revenus et à financer des associations à travers un dispositif qui s'appelle les contrats à impact, avec la participation de l'État. La question de la mesure de l'impact se pose pour assurer la confiance des investisseurs. Patrick Sapie, FAIRE gère le label Finansol, qui distingue les produits d'épargne solidaire. Mais concernant la finance à impact, un projet de labellisation est-il en cours ? Alors, vous avez raison de dire que FAIRE gère un des 3 labels financiers français. Vous avez 3 labels aujourd'hui. Vous avez le principal, le label ISR, Investissement Socialement Responsable, qui labellise des fonds qui investissent plutôt dans des entreprises cotées, donc en matière de finances durables ou responsables. Vous avez un label Greenfin, qui investit plutôt dans les entreprises qui portent des projets environnementaux. Et vous avez un label Finansol, qui est le premier qui a été créé en France en 1997, qui investit dans des projets plutôt sociaux. Aujourd'hui, ces labels labellisent des produits financiers, donc en gros des produits d'épargne ou des fonds d'investissement qui sont différents selon les thématiques effectivement choisies par les gestionnaires de ces labels. Le label Finansol est le seul label privé parmi les 3 labels. Les 2 autres sont publics et gérés par le ministère de l'Économie et des Finances. Donc, à l'heure où je vous parle, en fait, on n'a pas de projet, en tout cas précis, sur la mise en place d'un label autour de la finance à impact. Et ceci dit, je ne crois pas que ce serait une bonne idée, tout simplement parce que si vous créez un label supplémentaire alors que les 3 champs, le champ social, le champ environnemental et puis le fait que vous ayez un label généraliste sont déjà couverts, le fait d'introduire un label complémentaire ou supplémentaire risque plutôt d'apporter de la confusion pour les épargnants et les investisseurs plutôt que de clarifier les concepts. Ceci étant, il existe aussi des certifications ou des labels qui labellisent une démarche d'impact et pas un fonds ou un produit financier. Il en existe beaucoup et il existe beaucoup d'organisations, de cabinets de consultants qui appliquent ces méthodes pour qualifier la mesure d'impact. Dans ce contexte, comment attirer les investisseurs ? Selon vous, Patrick Sapie, la réglementation a-t-elle un rôle à jouer ? Votre question est très importante parce que je crois beaucoup à la réglementation, notamment pour orienter en fait, les flux d'investissement vers les enjeux de l'humanité. En gros, le dérèglement climatique et les problématiques sociales ou sociétales. Il y a peut-être 3 moyens ou 3 leviers qu'on pourrait présenter. Alors, ils ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, ils peuvent se chevaucher. Il y en a certainement d'autres, mais moi, je vois en gros 3 leviers importants pour pouvoir le faire. D'abord, traiter de la question de la transparence, c'est important. La Commission européenne s'y est déjà attaquée en produisant des réglementations en matière de reporting d'une part, et puis éviter aussi aux investisseurs de l'autodéclaration en disant « moi je suis à impact ». Donc ça, c'est très important, la question de la transparence et de la définition et de la terminologie. Ça, c'est peut-être la première chose à faire pour mieux attirer les investisseurs, mais clarifier aussi vis-à-vis des épargnants et des investisseurs individuels les concepts. Le deuxième levier, c'est sans doute l'incitation, et notamment l'incitation fiscale. Quand j'investis dans un projet transformatif, eh bien, j'ai une petite réduction fiscale parce que, en fait, je produis du bien. Et puis, le troisième, il s'oppose en fait au deuxième, c'est la contrainte. Moi, je crois beaucoup à la contrainte régulatoire. Je ne suis pas du tout pour une dérégulation du marché, en tout cas sur les sujets financiers. On a vu par exemple en France que demander à des investisseurs de proposer à des épargnants, par exemple, systématiquement des fonds investis dans des problématiques sociales, eh bien, ça a développé les encours, ça a fléché en fait les financements vers des projets qui font sens. Et je pense que ces 3 leviers sont importants pour attirer les investisseurs et clarifier le paysage. Je reviens vers vous, Laurence Meignery. Citizen Capital est devenue entreprise à mission en 2022. Est-ce que cela rend votre fonds d'investissement plus attractif ? Alors, on n'est pas devenu société à mission pour être plus attractif, même si c'est peut-être une conséquence. On est devenu société à mission parce qu'on s'est rendu compte que l'impact, c'est une conséquence. En fait, c'est un état de fait qui se mesure d'ailleurs. Mais en fait, quand on rencontre des dirigeants, parfois ils vont nous dire regardez, on a un bel impact, mais on ne sent pas toujours qu'ils portent une révision de transformation, justement. On ne sent pas toujours qu'ils ont créé leur entreprise pour répondre à un enjeu et que l'impact est un peu là par hasard. Et assez rapidement, dès les années 2014-2015, on a commencé à s'intéresser à la notion de mission et on a beaucoup échangé avec les
les chercheurs de Mines ParisTech qui ont vraiment réfléchi à la notion de mission, en posant vraiment la question systématiquement aux entrepreneurs, en essayant de comprendre pourquoi ils sont là. C'est la notion d'intentionnalité dont parlait Patrick Sapie. Pourquoi vous êtes là? Et qu'est-ce qui nous dit que dans 2 ou 3 ans, votre modèle économique ne va pas pivoter pour plein de bonnes raisons et qu'il n'y aura plus d'impact parce que vous aurez vu que les clients demandaient autre chose et vous serez allé ailleurs. Donc, on s'est assez vite intéressé à l'impact et à la mission ensemble. Et pour nous, il n'y a pas d'impact sans questionnement sur la raison d'être, c'est-à-dire pourquoi on est là, pourquoi on a développé cette activité. Et inversement, on ne peut pas non plus avoir une mission sans avoir des effets tangibles, mesurables en termes d'impact. Donc, on est devenu société à mission par souci de cohérence et on constate aujourd'hui que ça rassure. Des entrepreneurs qui viennent nous voir en se demandant toujours à quelle sauce je vais être mangé par des financiers. C'est rassurant d'avoir clairement établi une raison d'être que les gens peuvent voir. Alors nous, notre raison d'être, c'est de mobiliser des capitaux au service des besoins fondamentaux de l'être humain et de la planète. Et puis, on a un certain nombre d'objectifs qui sont associés à ça et qui peuvent rassurer les entrepreneurs sur le fait qu'on a une vision holistique du financement et de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas uniquement les aspects financiers. C'est une des dimensions de notre intérêt pour une entreprise. Vous avez déjà un peu répondu à la question, Laurence Meignery. Voyez-vous une relation, un lien entre la raison d'être de Citizen Capital et la définition de l'impact de vos investissements? Oui, évidemment, il y a une relation très claire entre la raison d'être de Citizen Capital et la définition qu'on donne à nos investissements, parce que si notre raison d'être, c'est de mobiliser des capitaux au service des besoins fondamentaux de l'être humain et de la planète, on va toujours se poser la question de est-ce qu'on est vraiment en train d'adresser des besoins fondamentaux? Et chacun de nos investissements, on va le regarder à l'aune de la raison d'être. Et il fait partie de notre raison d'être aussi d'accompagner nos entrepreneurs à déployer une stratégie d'impact et à déployer leur mission, considérant que ça va de pair. Souvent, les gens viennent nous voir ils ont une vague idée de leur mission, de la raison d'être, mais ils l'ont pas toujours formulée, verbalisée. On va les aider à ça. Et on considère que ça apporte beaucoup en termes de création de valeur stratégique pour une entreprise. C'est-à-dire une entreprise qui sait pourquoi elle est là, va pouvoir déployer ça dans tous les aspects opérationnels de l'entreprise. Ça va l'aider à recruter les bonnes personnes, ça va l'aider à construire sa marque, ça va l'aider à se poser des bonnes questions quand elle développe de nouveaux produits ou services. Plus on avance, plus les entrepreneurs sont très intéressés par ce qu'on peut leur amener comme accompagnement sur ce qu'on appelle aujourd'hui la mission. Il est temps de conclure cette émission, mais pas sans évoquer avec vous, Patrick Sapie, les grandes orientations de la finance à impact en France comme à l'international. On est très clairement dans un secteur qui est en forte croissance, mais qui n'est encore qu'une niche par rapport en fait aux trillions, comme disent les Américains, qui sont fléchés vers des actifs moins durables, on va dire plutôt traditionnels. Par contre, le secteur est en forte croissance. En l'occurrence, la croissance est à 2 chiffres chaque année. Donc ça, c'est important de le préciser. Il y a quand même quelques enjeux, notamment autour des définitions. Je pense qu'on arrivera mieux à cerner le secteur, à dire ce qui marche ou ce qui ne marche pas, à préciser ce dont on parle, si les définitions sont semblables dans l'ensemble des pays. Donc ça, c'est un travail à faire avec la communauté financière, bien évidemment en France, en Europe, mais aussi dans le monde, d'une part. Le deuxième enjeu, c'est celui de la comptabilité extra-financière. Ça, c'est un sujet qui monte autour de la finance à impact. Comment on arrive aussi à valoriser en fait l'impact qui est parfois peu mesurable en termes financiers et extra-financiers. Donc ça, c'est important. Et puis, la dernière chose, c'est le cadre réglementaire. C'est-à-dire, quand on aura un cadre réglementaire qui incite les investisseurs à flécher l'argent vers des projets ou des entreprises qui ont vraiment une capacité transformative compte tenu des enjeux auxquels fait face l'humanité, eh bien, on aura quand même contribué à ce que la finance change un peu le monde. On ne peut pas terminer cet entretien sans parler d'égalité des chances avec vous, Laurence Meignery. Comment incarnez-vous ce sujet aujourd'hui? Alors effectivement, l'égalité des chances et les sujets de mobilité sociale m'ont toujours beaucoup animée. C'est ce qui m'a motivée à créer Citizen Capital. Parce que pour mémoire, j'ai travaillé sur un rapport pour l'Institut Montaigne qui s'appelait « Les oubliés de l'égalité des chances », qui était plutôt destiné au public et au monde politique et qui en fait était approprié par le monde de l'entreprise. C'est comme ça que j'ai mis un pied finalement dans le monde de l'entreprise, puis dans le monde de la finance, de façon quelque part assez accidentelle. Il faut savoir que notre premier fonds était un fonds vraiment tourné vers l'égalité des chances. On finançait des entrepreneurs qui étaient autodidactes, qui développaient de l'emploi dans des zones défavorisées, qui étaient issus de minorités. Et à la fin du déploiement de ce premier fonds,
on a recentré notre stratégie d'investissement pour qu'il y ait toujours de l'impact dans le projet de l'entreprise. C'était un peu fragile comme thèse d'impact de se reposer uniquement sur le profil d'un dirigeant ou de quelques dirigeants. Et donc, on a progressivement évolué. Nos fonds actuels sont vraiment axés sur l'impact dans le projet, dans l'activité de l'entreprise. Et donc, aujourd'hui, l'égalité des chances, on la retrouve dans la façon dont on adresse les enjeux sociaux. Et il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de fonds d'investissement s'orientent vers l'environnement. Il y a une espèce d'engouement pour adresser des enjeux environnementaux avec des bonnes raisons, mais aussi une certaine facilité à se dire avec la croissance verte, on va pouvoir continuer à faire des investissements verts qui sont aussi tout à fait rentables et qui ne posent pas d'enjeu de tension entre l'impact qu'on va avoir et le rendement financier, et donc une certaine facilité. Et on est très soucieux, nous, de continuer à adresser les enjeux sociaux. En fait, il n'y a pas tant d'investisseurs que ça qui s'intéressent vraiment à des sociétés qui résolvent des problèmes sociaux. Et donc, on va retrouver, nous, les questions d'égalité des chances dans certains investissements qu'on a pu faire, comme par exemple Open Classrooms, qui est une entreprise qui s'est énormément développée ces dernières années en formant des personnes peu qualifiées au métier du numérique au sens large, et qui a une pédagogie qui permet de vous onboarder dans leur cursus de formation, quels que soient vos diplômes, votre éducation, ou Chance, qui est une entreprise qui démocratise le coaching, qui sert à questionner et à souvent se réorienter professionnellement, qui a pour objectif de permettre à des gens qui ont moins de 2 000 € par mois comme revenu d'accéder à du coaching, ou encore Deuxième Avis, qui propose aux personnes, quel que soit leur revenu aussi, d'avoir accès à un deuxième avis médical dans le cas de maladies lourdes ou complexes. Donc pour terminer, ces entreprises sont de jeunes entreprises qui ont souvent de très fortes innovations et elles sont absolument essentielles pour opérer la transformation, pour faire la bascule, pour aider en fait l'économie plus traditionnelle à faire sa bascule. On croit énormément dans l'importance des nouveaux entrants, donc ces jeunes entreprises, pour aider la société dans son ensemble à faire la bascule sur le plan environnemental et aussi pour répondre aux enjeux qui sont de plus en plus critiques sur la question des inégalités dans nos sociétés. Ce grand angle est maintenant terminé. Un grand merci à nos deux invités d'avoir partagé sur nos ondes leur vision de la finance à impact, un sujet qui va très certainement faire parler au cours des prochaines années. Le Zoom. Reprenons le cours de cette émission avec notre dernière rubrique, le Zoom. Nous donnons aujourd'hui la parole à CapCréa, un collectif créé en mai 2022 par BPI France et 26 réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises. Hélène Formery, vous êtes directrice de la création et de l'entrepreneuriat de BPI France. Bonjour Hélène Formery. Bonjour. Pour commencer, en quelques mots et quelques chiffres, pourriez-vous présenter le collectif CapCréa ? Quelle est sa mission et comment se décline-t-elle concrètement ? Oui, bien sûr. Alors, le collectif CapCréa, c'est un collectif de 26 réseaux d'accompagnement qui est rassemblé autour d'une ambition commune, c'est d'accompagner et de financer tous les créateurs, les porteurs de projets, quels qu'ils soient et dans tous les territoires. On s'est fixé ensemble de multiplier par 2 en 5 ans le nombre de créateurs accompagnés. Alors pourquoi un tel défi ? Parce qu'on constate en fait que depuis 2019, il y a une forte dynamique de création d'entreprises en France, qu'on a dépassé en 2022 le million et que cet exploit va être reconduit en 2023 et que malgré ça, le nombre de créateurs accompagnés et financés stagne autour de 150 000 par an. Or, on sait qu'une création d'entreprise accompagnée ou financée, elle est davantage pérenne dans les 3 à 5 ans et elle est également plus pourvoyeuse d'emplois. Donc, il nous a semblé important de se donner les moyens d'augmenter le nombre de créations d'entreprises accompagnées. Ce collectif, il est né il y a un peu plus d'1 an et il a déjà réalisé 2 choses marquantes. Tous les acteurs du collectif se sont réunis pour écrire un guide afin de clarifier le positionnement de ces 26 réseaux d'accompagnement et de rendre plus lisible l'accessibilité à l'offre pour les créateurs. On a également créé ensemble le Pass Créa. Le Pass Créa, c'est un outil digital qui permet aux créateurs, quel que soit son stade de vie du projet, quel que soit son besoin, de pouvoir conceptualiser son projet en ligne et, in fine, trouver le bon réseau d'accompagnement au bon moment sur son territoire pour répondre à son besoin.
Une fois l'entrepreneur orienté dans le réseau qui lui convient, quelle solution de financement lui proposez-vous ? Dans le collectif, on a 5 acteurs qui sont des réseaux dits financeurs et ils vont avoir une offre différente. Donc, on a des offres en termes de prêts d'honneur, couplées avec les prêts d'honneur de BPI France. On a une offre en termes de garantie bancaire, donc qui est complètement complémentaire avec le prêt d'honneur. Et cette garantie, donc on a soit la garantie BPI France, soit la garantie de France Active. Elle va venir rassurer la banque dans le risque qu'elle prend. On a eu également un réseau qui va distribuer du microcrédit, plutôt pour les publics fragiles économiquement. Et puis, on a les business angels. J'aurais une dernière question pour vous. On a beaucoup parlé d'impact social et environnemental dans cette émission. Comment accompagnez-vous les entrepreneurs à intégrer cet enjeu dans leurs projets ? Le prisme qu'on a pris sur ce sujet, c'est de donner toutes les clés aux conseillers qui vont donc accompagner ces créateurs en leur mettant à disposition notamment un e-parcours sur le climat pour qu'ils puissent bien appréhender les changements législatifs et les changements de marché et les accompagner dans les choix qu'ils vont faire au moment de la création ou de la reprise d'entreprise d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on va les sensibiliser sur les modifications législatives sur tel ou tel secteur, sur tel ou tel marché qui éviterait en fait de les mettre dans une impasse économique ou en situation d'échec sur le développement de leur entreprise. Merci beaucoup Hélène Formery pour votre témoignage à notre micro qui donnera des pistes et apportera de l'espoir, je l'espère, à nos auditeurs qui ont des projets entrepreneuriaux. Notre application est disponible sur l'App Store et Google Play. Ainsi se termine notre édition de l'économie autrement. Un grand merci à tous les contributeurs et à nos invités de ce jour. Vous retrouverez dans notre application Radio KPMG le guide Cap Créa à destination des entrepreneurs. Nous vous donnons rendez-vous en février prochain pour une nouvelle édition de l'économie autrement. À bientôt sur nos ondes. L'économie autrement, une émission de Radio KPMG.